Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du Hangar AMS. L'épisode dédié à différentes versions du RX78 semble vous avoir plu et vous avez été plusieurs à demander une suite. Et oui, comme je l'avais indiqué, il y a tellement de variantes du RX78 qu'il me fallait plusieurs épisodes pour les aborder. Pour des raisons de simplification et pour me concentrer sur les machines les plus connues, nous voici sur le deuxième et a priori dernier épisode dédié à cette série d'unités. Nous allons donc parler de ces monstres d'acier fondant le champ de bataille et appartenant à la série des RX78. Bref, vous êtes bien au Hangar AMS et on va parler de machines extraordinaires. Dynamite Games Les Herbiers, c'est avant tout un passionné JP qui vous accueille depuis 26 années et vous conseille en fonction de ce que vous recherchez. Que ce soit de la maquette, des figurines, des jeux vidéo anciens ou récents, vous trouverez avec certitude votre bonheur. En plus, aujourd'hui avec le code promo Goodies, des petites surprises seront ajoutées à chaque commande effectuée sur son site, dont le lien se trouve dans la description. Et un grand merci à JP de sa confiance. Comme d'habitude, si vous ne voulez rien louper des prochaines sorties, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les petites notifications, et puis si l'épisode vous plaît et que vous avez envie de parler ensemble du sujet traité, direction les commentaires. Du coup, dans le précédent épisode, nous avons rappelé le contexte avec l'opération V qui a permis le développement des MS et plus particulièrement des Gundam. On a également fait le tour du avant, si je puis dire, avec le Zani, première tentative de MS défédéré. Après avoir abordé les RX78 1, 2 et 3, continuons de parler des principaux Gundam de la série des RX78 qui ont marqué l'UC. Le RX78 NT1 Gundam Alex est conçu durant la guerre d'un an en UC79 dans un contexte où la fédération commence tardivement à s'intéresser au New Type, contrairement à Zeon qui mène déjà ses recherches depuis plus de 10 ans sous l'impulsion du docteur Flanagan. Initialement sceptique quant à leur valeur militaire, la fédération intègre néanmoins des concepts liés au New Type dans le projet RX et, à partir des données de combat du RX78-2 ainsi que des rapports d'Amuro-Ray, lance le développement d'une unité dédiée visant à améliorer à la fois la réactivité et la durabilité. Développé dès le mois d'août de l'UC79 à la base d'Augusta en Amérique du Nord, dans le cadre du projet G4, le quatrième modèle de la série RX78 est ainsi redéfini comme une machine personnalisée pour Amuro-Ray, recevant la désignation RX78NT1 et partageant même des éléments avec le RX78-3 G3 Gundam. Placé sous la supervision des forces spatiales dans une installation choisie pour ses travaux pionniers sur les New Type, l'Alex bénéficie d'améliorations majeures comme le revêtement magnétique et d'une électronique de pointe, lui conférant une réactivité plus de 3 fois supérieure au MS classique ainsi que d'un cockpit panoramique. Son armement et sa conception tirent également les leçons du champ de bataille. Des mitrailleuses Gatling de 90 mm intégrées dans les avant-bras compensent la perte potentielle d'armes, tandis que l'ajout d'une armure Shoban, à l'origine de son surnom, Alex, Armor Layered Examination, améliore sa protection sans sacrifier sa mobilité grâce à une propulsion renforcée incluant réservoir étendu, propulseur supplémentaire et également unité hybride inspirée des concepts de Zeon. Prévu pour être acheminé discrètement depuis une base arctique, son transfert est compromis par une attaque de l'équipe Cyclops de Zeon, qui échoue toutefois à empêcher son départ. Arrivé à la colonie Side 6, l'Alex est dissimulé dans un centre médical servant de couverture à un laboratoire de la Fédération où il subit ses tests finaux sous la supervision de la pilote Christina Mackenzie qui souligne sa réactivité extrême. Repéré par Zeon grâce à des informations récupérées indirectement par le jeune Alfred Izurua et le pilote Bernard Wiseman, il devient la cible d'une opération d'infiltration. Malgré un plan élaboré et l'intervention du Kampfer, que l'Alex parvient à détruire grâce à son armure et à ses armes intégrées, l'opération tourne au chaos. Endommagé et à court de munitions, le Gundam affronte finalement le Zaku 2 de Bernard, dans un duel tragique où les deux machines sont détruites et où Bernie
est mortellement touché. Gravement endommagé, l'Alex est envoyé sur le Natsu pour être réparé, chose qui ne sera pas faite, la guerre s'étant terminée, et restera sur cette base jusqu'en UC 84, date à laquelle il est récupéré par le laboratoire d'Augusta, modernisé avec des technologies des Titans et probablement utilisé pour des recherches sur les cybernutypes. Parallèlement, une seconde unité Alex est créée et utilisée dans divers programmes expérimentaux avant d'être transformée en unité NTX. Enfin, après la fermeture du laboratoire d'Augusta, à la suite du conflit de Grips, l'unité originale est transférée à l'Institut de recherche stratégique, mais interceptée en chemin par la faction privée Byrnam, qui la rebaptise RX-78AN-01 Gundam Tristan, marquant la dernière étape connue de son histoire. Développé dans le cadre du projet de développement des Gundam, le RX-78 GP01 Zephyrantes est un MS polyvalent, initialement conçu pour une utilisation terrestre, pensé comme une amélioration du RX-78 de Gundam, célèbre pour ses performances durant la guerre d'1 an. En tant qu'unité expérimentale, il est doté d'un nombre accru de capteurs ainsi que de systèmes de stabilisation et d'équilibrage repensés. L'ensemble de sa conception vise à reproduire des mouvements plus proches de ceux d'un corps humain, une approche qui préfigure le concept de Movable Frame. Afin d'assurer la survie du pilote et la préservation des données de combat, le GP01 conserve le Core Block System tout en introduisant une structure interne expérimentale corrigeant la faiblesse structurelle de son prédécesseur. Son générateur principal, ses propulseurs et ses systèmes de contrôle sont intégrés au Core Fighter 2, dont les canons servent également de beam saber une fois dockés, éliminant ainsi toute masse inutile. D'ailleurs, grâce à la possibilité de changer de Core Fighter, le GP01 peut opérer aussi bien sur Terre que dans l'espace, moyennant certains ajustements, et affiche des performances capables d'égaler, voire de surpasser celles d'unités spécialisées dans chacun de ces environnements. Maintenant, pour la faire courte, au niveau de l'histoire, Kuuraki, le pilote du GP01, dont le Gundam n'est pas du tout préparé pour être opérationnel dans l'espace, désobéit aux ordres et tente d'intervenir lors d'une embuscade menée contre l'Albion. Bon, le GP01 n'étant pas adapté à cet environnement, se prend une sacrée branlée. L'unité est rapatriée à Von Braun où elle est confiée à Anaheim Electronics pour être réparée et profondément modifiée, donnant naissance à une version améliorée, le GP01 Full Vernion, optimisé pour les opérations spatiales. Le RX-78 GP02A Physalis fut initialement envisagé comme un mobile suit lourd d'assaut comparable aux unités de type Dome de Zéon, avant que son concept n'évolue vers celui d'une machine visant à être la plus puissante de son époque. Cette orientation conduisit à l'intégration d'une arme nucléaire, faisant du Physalis une plateforme de frappe sans équivalent. Développé par une division d'Anaheim Electronics, composée en grande partie d'anciens ingénieurs de Zéon, il intègre fortement des technologies issues de cette faction. Dans un contexte où les particules Minovsky rendent inefficaces les armes nucléaires guidées, le choix se porta sur une ogive tactique, la MK82, dont la puissance se rapproche pourtant de celle d'une arme stratégique. Celle-ci est tirée via un imposant bazooka nécessitant une protection exceptionnelle pour permettre au mobile suit d'opérer à proximité de l'explosion. En conséquence, le Physalis bénéficie d'un blindage spécialement conçu pour résister à la chaleur et à l'onde de choc de l'explosion nucléaire, ainsi que d'un cockpit sphérique hautement sécurisé, abandonnant le Core Block System au profit d'une structure plus robuste et mieux isolée. Ce cockpit est renforcé par des matériaux composites, des systèmes d'amortissement et des modérateurs de neutrons afin de protéger le pilote des radiations, tout en pouvant être éjecté en cas d'urgence. L'unité est également équipée d'un large bouclier intégrant un système de refroidissement avancé et servant de support au bazooka. Malgré sa silhouette massive, le Physalis reste étonnamment mobile, grâce à de puissants propulseurs montés sur les épaules, lui permettant même de se maintenir en sustentation sous gravité. Armé en complément de canons Vulcain et de beam saber, il demeure redoutable, même sans recours à son armement nucléaire, et aurait été conçu pour opérer en tandem avec le RX-78 GP01 Zephyrantes.
Enfin, le développement du Physalis s'inscrit dans une logique stratégique controversée. Bien que les armes nucléaires soient largement condamnées, la Fédération les considère comme un mal nécessaire pour maintenir sa supériorité après la guerre d'1 an. Le traité de l'Antarctique interdisant leur usage, mais non leur développement ou leur stockage, le Physalis n'enfreignait pas techniquement cet accord. Toutefois, cette interprétation fut contestée, notamment par Aiguille Delaz et sa flotte, qui considérait le traité toujours en vigueur. Cette divergence servit de justification idéologique au vol du Physalis et à son utilisation ultérieure, inscrivant durablement cette unité dans les tensions politiques et militaires de l'après-guerre. Bref, le Physalis a été volé par Zéon et après avoir fait péter Pompéi ou Salomon pour les intimes, avec son ogive nucléaire, il se retrouve face au GP-01 Fulvernian. Les deux machines s'engagèrent dans un combat fratricide dans lequel aucun des deux pilotes n'en sortira réellement vainqueur. On s'arrête là? Non, on peut continuer avec deux petites anecdotes pour cette machine. La première, les données du Physalis ont été utilisées par Axis pour produire le AMX-017 Gigantic qui utilise lui aussi une arme nucléaire tactique. La seconde, on en revoit un modèle dans Zeta Gundam Define, amélioré par Anaheim avec de nouvelles pièces. Il est recommandé pour servir de modèle de base à un nouveau MS pour la EUG. Dommage, celui qui le testa n'est autre que Quattro Bagina, qui estime que cette machine a des problèmes de maniabilité dus à sa conception old school. On termine dans 0083 avec ce GP03. Contrairement au GP01 et GP02, ce GP03 a été géré par une autre équipe. Cette machine en elle-même n'est qu'une partie d'un ensemble plus, massif. Le projet de développement de Gundam avait pour objectif ambitieux de créer le MS ultime. Dans cette optique, chaque unité poursuivait une orientation spécifique. Vous aviez l'unité 1 qui visait à maximiser la mobilité et la maniabilité du mobile suit, l'unité 2 qui cherchait à associer, si je puis dire, la machine de combat la plus puissante à une arme stratégique dévastatrice, tandis que vous aviez l'unité 3 qui, elle, ambitionnait de fusionner la polyvalence d'un MS avec la puissance de feu d'un mobile armor. Et c'est donc dans ce cadre qu'est développé le RX-78 GP-03 d'Androbium, une unité destinée à la défense de bases spatiales. Elle se compose de deux éléments principaux, le mobile suit Stamen et la plateforme d'armement Orkis. Le RX-78 GP-03 Stamen est donc un élément du système GP-03 d'Androbium conçu pour s'arrimer à la plateforme d'armement massive Orkis. En raison de la complexité des systèmes de contrôle nécessaires pour piloter l'ensemble à un seul pilote, le Stamen est équipé d'un cockpit sphérique doté d'un écran panoramique reprenant des technologies développées pour le GP-02. L'intégration du core block system avait été envisagée afin d'améliorer la survie du pilote, mais les contraintes techniques liées au cockpit panoramique ont conduit à une solution plus classique, la version avec le core fighter n'ayant pas été retenue. En même temps, quand on voit la montagne de technologie, il faut savoir parfois faire des concessions. Le Stamen se distingue également par une architecture orientée vers le contrôle avancé plutôt que le combat direct classique. Ainsi, sa tête ne comporte pas de canon Vulcain, mais des dispositifs de contrôle spécialisés et des systèmes de communication destinés à la gestion des armes de l'Orkis et aux opérations de docking. Quant à ses bras, il dissimule des mécanismes articulés dépliables augmentant considérablement sa portée et lui permettant de récupérer des armes stockées dans l'Orkis. Après, il ne faut pas se dire que comme il n'a qu'un rôle de composant d'un système plus vaste, le Stamen, il est naze. Non, le Stamen affiche des performances remarquables. Sa maniabilité, sa technologie avancée annoncent des innovations qui seront largement reprises dans des conflits ultérieurs tels que celui de Grips. À lui seul, il est considéré comme un MS d'un niveau de performance exceptionnel, comparable à des modèles développés plusieurs années plus tard. Bon, après avoir parlé du MS, passons à l'équipement, le Orkis qui forme lorsque celui-ci et le Stamen sont assemblés, le Dendrobium Orkis. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'Orkis, il agit comme un véritable arsenal mobile, embarquant une grande variété d'armes permettant d'adapter l'armement du Dendrobium en fonction des situations de combat, qu'il s'agisse d'engagements à longue portée ou de combats rapprochés. En plus de sa puissance offensive impressionnante,
L'Orkis dispose d'une mobilité remarquable, lui permettant de rivaliser avec les Mobile Armor de Xeon. Et en plus de ça, il est équipé d'un générateur d'iField imposant, assurant une protection efficace contre les tirs laser. Et sinon, niveau histoire, vous êtes en train de vous demander comment ça se passe. Et bah je vais faire vite et passer illico à la fin. Le GP03 est transféré à bord de l'Albion où notre casse-cou, Kuraki, tente de maîtriser ses systèmes de contrôle extrêmement complexes. Dès le lendemain, le Dendrobium est engagé contre la flotte de Delaz pour tenter d'empêcher la chute d'une colonie sur Terre. Rien que ça, vous me direz. Grâce à son arsenal impressionnant, il inflige de lourdes pertes aux forces ennemies, mais se heurte rapidement au Neusiel d'Anavel Gato. Le combat s'enlise en raison des iFields des deux unités limitant l'efficacité des lasers. Après un premier engagement coûteux en munitions, Uraki doit se replier pour se réapprovisionner avant de repartir au combat. Au cours de la bataille, Uraki mène plusieurs actions décisives. Il détruit le pont d'un croiseur ennemi, coule le vaisseau amiral de la flotte de Sima et élimine cette dernière après un affrontement intense contre son Gerbera Tetra. Malgré ses succès, il échoue à empêcher Gato de poursuivre son plan de chute de colonie. Lors de l'affrontement final contre le Neusiel, l'intervention du Solar System 2, ordonnée par Basque, le petit monsieur là, vous savez, à lunettes là qu'on voit dans Zeta. Ouais, c'est vrai, voilà celui-là. Interrompt le duel et inflige de lourds dégâts à l'Orkis, laissant le Stamen relativement intact. Submergé par la colère, Uraki tente en vain de poursuivre le combat. Finalement, en UC-84, dans un effort pour dissimuler les événements liés à l'opération Stardust et à la chute de la colonie, la Fédération Tarienne ordonne l'effacement de toutes les données du projet de développement de Gundam, incluant celle du GP03, effaçant ainsi officiellement l'existence de cette machine hors norme. Pour finir sur 0083, sachez qu'il existe également le RX78 GP04 et que vous l'avez vu dans Stardust Memory. Pour faire court, c'est un Gundam qui a été récupéré par Sima pour qu'elle se retourne contre Delaz et arrête l'opération Stardust. Bref, ce GP04 a été recarrossé pour devenir le Gerbera Tetra, MS personnel de Sima Garao. Bon, allez, la partie la plus chiante. Bon, je vois tous les rageux arriver, on va faire simple. Tu fermes ta bouche, tu écoutes sagement, et jusqu'à la fin. Je sais qu'il y a eu une interview de Yasuo par Comixoon en 2014, traduite en anglais, et où l'auteur indique que Thunderbolt est un peu éloigné de l'histoire officielle, que c'était voulu, que cela lui a permis une certaine liberté d'écriture. Bon, on est tous d'accord là-dessus ? Bien. Comme c'est toujours facile de l'ouvrir grande comme ça, je vais détailler et sourcer mes informations. Après, libre à vous d'en échanger, et là je vais insister avec respect en commentaire. Au début, Thunderbolt n'était pas intégré dans l'UC, c'était totalement non canon. Cela rejoint ce qu'avait indiqué Yasuo dans son interview précédemment évoquée. D'ailleurs, les films n'ont jamais été intégrés dans la timeline que la Sunrise avait partagée le 18 octobre 2021 sur son compte Twitter à l'occasion de la sortie du film Gundam Ataue sur les plateformes de streaming au Japon. D'ailleurs, je vous mets le lien en description et puis vous devriez peut-être ici voir une petite capture. Et finalement, il y a environ 4 ans, la Sunrise a intégré Thunderbolt dans l'UC. Oui, vous entendez bien. Qu'est-ce qu'il y a toi ? T'es pas content toi au fond là ? Tu te tais, tu laisses-moi finir et attends la fin s'il te plaît, ok ? Merci. D'ailleurs, voici ce qu'avait indiqué la Sunrise au sujet de la timeline de l'UC et ça vient de la chaîne officielle Gundam Info. Donc Thunderbolt est bien intégré. T'as quelque chose à rajouter toi là-bas au fond ? Non ? C'est bon ? Très bien. Pour résumer, en 2014, Thunderbolt est indiqué comme éloigné de l'UC, en 2021, Thunderbolt est bien considéré comme non canon, et en 2022, il devient canon. Alors, histoire de mettre tout le monde d'accord, ce n'est pas la première fois que la Sunrise se prend les pieds dans le tapis avec cet univers tentaculaire qu'est l'UC. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a tellement de séries Gundam, de spin-off et de supports différents pour toutes les aventures de ce lore, qu'il devient difficile d'avoir une trame claire et sans erreur. Maintenant, libre à chacun de faire le choix qui lui convient. Canon
non canon tant que l'on reste dans le respect mutuel. Ce qui est sûr, c'est que plus l'histoire de Thunderbolt tend vers sa fin et plus, à mes yeux, la vision du non canon prend le dessus. Du coup, revenons à ce Gundam. Le Full Armor est un RX-78 lourdement blindé et fortement armé, déployé par la fraternité de Moore dans le secteur Thunderbolt, une zone particulièrement dangereuse en raison des nombreux débris qui y gravitent. Bien qu'il partage une désignation proche avec le FA-78-1, cette version présente des différences notables en termes d'équipement et de conception, les deux machines étant issues du programme FSWS, acronyme de Full Armor System and Weapon Systems, visant à tester diverses configurations d'armement et de protection. Conçu pour maximiser sa puissance de feu et sa survivabilité, le Gundam Full Armor est équipé de multiples plaques de blindage, d'un imposant backpack et d'un armement exceptionnel, incluant un double canon laser, un canon lourd, un lance-roquette ainsi qu'un pod de missiles. Comme les autres unités de la fraternité de Moore, il dispose également d'articulations renforcées aux protections spécifiques pour résister aux conditions extrêmes du secteur Thunderbolt. Malgré son poids considérable, le Full Armor conserve une mobilité élevée grâce à l'ajout de nombreux propulseurs répartis sur les épaules, les jambes et le backpack, ce dernier étant également équipé de puissants boosters. Cette configuration lui permet d'atteindre des performances comparables à celles des MS haute mobilité. Son backpack intègre en outre des bras auxiliaires capables de manipuler jusqu'à 4 boucliers simultanément, s'il vous plaît, augmentant considérablement ses capacités défensives. Afin d'éviter toute perte d'efficacité liée à un excès de masse, la plupart de ces équipements peuvent être purgés si nécessaire. L'efficacité redoutable de cette machine pousse d'ailleurs les forces de Zeon, notamment la Living Dead Division, opérant dans la même zone, à déployer en réponse le Psycho-Zaku piloté par Daryl Lawrence. L'affrontement entre le Psycho-Zaku de Daryl et le Gundam Full Armor, piloté par Yo Fleming, a lieu dans les ruines de Moore et se solde par un duel intense qui laisse leur MS totalement HS. Yo se trouve capturé et son Gundam récupéré par Zeon. Par la suite, certaines de ses pièces, notamment sa tête et des éléments de son armure, sont récupérés pour concevoir le Perfect Gundam. En gros, c'est le Psycho-Zaku avec la carrosserie du Gundam. Clac, 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 vous mélangez et c'est magique. Prolongeant ainsi indirectement l'héritage de cette machine emblématique. On termine cet épisode sur cette machine introduite par Gundam Requiem for Vengeance, série d'OAV sortie sur la plateforme Netflix. Le Gundam EX est un MS terrestre développé par la Fédération, conçu spécifiquement pour des missions de reconnaissance et pour aller tout simplement semer le bordel derrière les lignes ennemies. Bien que de nombreux détails sur son développement aient été perdus dans le chaos de l'après-guerre, il est généralement admis qu'il s'inscrit dans la lignée technologique de la série des Gundam RX-78. Sa conception met l'accent sur la mobilité et l'autonomie en environnement terrestre afin de lui permettre d'opérer efficacement loin de ses bases et dans des conditions hostiles. Pour remplir ce rôle, le Gundam EX est équipé de propulseurs avec post-combustion afin d'améliorer considérablement sa vitesse et sa maniabilité. Son système de capteurs est également particulièrement avancé. Sa tête embarque un grand nombre de caméras et de senseurs dont les motifs lumineux évoluent en fonction de la situation de combat, renforçant ses capacités d'analyse et de détection. Quant à son blindage, en alliage de Luna Titanium, est moins épais que celui de certains autres Gundam comme le RX-78-2 ou le RX-79G, mais reste extrêmement résistant, capable de supporter la plupart des tirs. Côté armement, le Gundam EX dispose d'un équipement à la fois polyvalent et novateur pour son époque, comprenant un beam rifle particulièrement puissant, un beam saber pour le combat rapproché ainsi qu'un bouclier rétractable. Cette combinaison lui permet d'être redoutable aussi bien à distance qu'en mêlée, faisant de lui une unité adaptée aux missions rapides, autonomes et à haut risque en territoire ennemi. Nous découvrons les capacités de cette machine à l'occasion d'une attaque surprise de la Fédération pour reprendre une base située en Roumanie contrôlée par Zeon. Sa supériorité technologique lui permet de vaincre à lui seul l'escadron Red Wolf. Le pilote du Gundam poursuit ensuite un convoi ennemi en fuite, détruisant le Zaku Tank avant d'éliminer deux Gouf Custom venus en renfort. L'histoire de cette magnifique machine prend fin lorsque le Gundam EX est surpris par un Gouf Custom qui transperce son cockpit, tuant le pilote.
L'épave est laissée sur place et son destin reste inconnu. Et voilà, nous y sommes à la fin de cet épisode faisant suite au précédent dédié aux différentes variantes du RX78. Il y a encore de bien nombreuses itérations de ce modèle qui est le RX78 et certainement de nouvelles au travers de prochaines aventures. Alors merci d'avoir suivi cet épisode et j'espère qu'il aura su combler vos attentes. Comme d'habitude, le pouce bleu, les commentaires, tous les petits trucs qui aident au référencement et n'oubliez pas de partager un max pour toucher le plus de personnes possible afin de faire découvrir ce magnifique et tout aussi complexe univers qu'est celui de Gundam. Allez, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!